Bonjour Elisabeth, Bonjour à tous. bienvenue sur cette 15e édition. On se retrouve pour la deuxième partie de cette 15e édition de la Journée du CSE en compagnie d'Elisabeth Garin-Imbert sur une autre thématique. Je vous l'ai dit en présentation, en préambule de ce live, on va évoquer les actions pour la mise en conformité RGPD du CSE, sujet à la fois sensible, sujet qui fait l'actualité. Hein, je vous l'avais dit, je pense Elisabeth va le mentionner, mais 42 condamnations de la CNIL l'année dernière sur l'année 2023, un chiffre qui a un peu explosé, hein, puisqu'il a sacrément augmenté depuis l'année 2022. Ça concerne toutes les entreprises, tout secteur, toute taille. Y Vraiment les... compris tous les organismes, y compris les CSE, effectivement. Bien sûr, puisque personnalité morale, donc ils ont les mêmes obligations. Merci d'ores et déjà, Elisabeth, de prendre le temps et je vous donne la main. Très bien, et ben, merci beaucoup. Je vous laisse passer sur la slide des intervenants. Je ne vais pas, revenir et vous représenter le profil de Frédéric qui s'est, déjà présenté. On travaille particulièrement ensemble sur des sujets qui relèvent de son domaine d'expertise, sur les sujets RH, sur les sujets droit social, et on a collaboré sur cette présentation. Ce que vous précisiez, effectivement, Frédéric reste dans la salle si jamais il y a des questions qui relèvent de son domaine d'expertise. Pour me présenter, donc moi je suis juriste de formation depuis 2016. J'ai travaillé dans de grandes entreprises du type Veolia, Vinci, CNR, et j'ai créé en parallèle ma structure pour assurer de la formation et du conseil, et donc j'assure cette formation et ce conseil depuis maintenant 2017. Dans ce cadre, j'ai été correspondante informatique et liberté, aujourd'hui DPO, déléguée à la protection des données à caractère personnel, et j'ai dans ce cadre des échanges réguliers, et je traite des dossiers en direct avec la CNIL. Donc les échanges sont assez riches. J'imagine. Sur l'ordre du jour de ce webinaire, donc on va aborder les notions de base du RGPD, les sanctions et les risques associés à ce RGPD, les domaines d'activité qui sont particulièrement concernés pour les CSE pardon, qui relèvent du RGPD, et puis les prérogatives également qui sont concernées. Et on terminera par les actions à mener pour se mettre en conformité avec le RGPD au sein des CSE. Alors, on va commencer un peu par de l'histoire de la protection des données personnelles, parce que ça permet vraiment de comprendre la philosophie et la logique qui est suivie par la CNIL. Quels sont les événements du coup qui ont conduit à la mise en place du RGPD. En 74, enfin en 73 pour être plus précise, il y a le projet Safari qui a été mis en place par le gouvernement français. Le projet Safari, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus. Donc là, les citoyens français ont eu des craintes de fichage et de surveillance de grande ampleur de la part de l'État. Donc il y a eu d'énormes réactions en 74, et c'est ce qui a conduit à mettre en place la loi informatique et liberté de 78 et à créer la CNIL. Donc la CNIL, elle est en charge de veiller à la protection des données à caractère personnel des citoyens, et elle a pour mission d'accompagner les évolutions et les progrès informatiques, tout en veillant au respect de la liberté et de la vie privée des personnes concernées. On a eu plusieurs évolutions, hein, depuis la création de cette loi informatique et liberté en 78. Je vous donne un seul exemple. On peut parler de l'évolution de 2004, où initialement dans la loi informatique et liberté, on parlait uniquement des données nominatives. En 2004, il y a eu une modification de la loi qui a introduit cette notion de données à caractère personnel, qui est beaucoup plus large que les simples données nominatives. En 2013, je fais appel à vos souvenirs. On a eu l'affaire Snowden. Pour mémoire, l'affaire Snowden, c'est cet ex-agent de la CIA qui a transmis un volume très important de données, c'est 1,7 million de documents à des journalistes, et qui a dévoilé la surveillance d'internet, des téléphones portables, enfin de tous les outils de communication par les services secrets américains et britanniques, y compris
sur, des citoyens étrangers. Donc là, on a compris, collectivement l'ampleur du risque pesant sur notre vie privée. C'est l'ensemble de ces éléments et ces affaires qui ont conduit à la création du RGPD. Mmh. Le RGPD, il date de 2016, donc c'est le Parlement européen, c'est pas un dispositif franco-français, hein, c'est le dispositif, le Parlement européen qui a mis en place, en avril 2016 le RGPD. Et il a prévu une mise en service différée parce qu'il savait qu'il y avait un temps nécessaire à la fois pour, les États, mais aussi pour, les entreprises et tous les organismes concernés pour se mettre en conformité. Donc il a laissé un délai de 2 ans pour cette mise en service, donc depuis mai 2018. Donc là, je reviens, un peu rapidement sur, je vois que c'est pas forcément très lisible, le champ d'application du RGPD. Alors c'est vrai que je parle beaucoup de RGPD. L'acronyme, c'est, Réglementation, générale sur la protection des données. On aurait pu mettre un P supplémentaire pour, données personnelles, données à caractère personnel. Hem, le RGPD, donc c'est le règlement européen dont on a parlé et ça concerne tous les traitements de données à caractère personnel, qu'ils soient automatisés ou pas, qu'ils soient, numériques ou pas. On peut avoir, on le verra après, mais des données papier qui sont totalement, dans la sphère de compétence, le champ d'application des données à caractère personnel. Particulièrement sur ce champ d'application, le RGPD concerne les entreprises ou les organismes qui, sont sur le territoire de l'Union européenne, donc la France en fait, pleinement partie. Et pourquoi est-ce qu'on a tous les GAFA, les GAFAM même, qui font partie également de la cible? Parce qu'en fait, leurs activités ciblent directement des résidents européens. Le RGPD, du coup, met en place et instaure des règles particulières, à la fois pour, les employeurs, mais aussi pour les CSE et tous les organismes publics ou privés qui traitent de la donnée à caractère personnel. Et c'est dans ce cadre, que la présentation d'aujourd'hui intervient puisque les CSE collectent et traitent des données, des salariés, principalement pour la gestion des ASC et parfois pour leur fonctionnement et leurs, prérogatives économiques. Donc, quand vous parliez des GAFAM, les GAFAM sont concernés. Pour autant, ils ne sont pas présents sur le territoire européen d'un point de vue siège social, j'imagine. Mais par contre, si une activité est sur le sol européen, ils sont obligés de se conformer aux règles européennes de, la CNIL. Exactement et on le verra par la suite, mais les exemples de sanctions à l'encontre des GAFAM, sont très importantes. Il y en a de nombreuses et la CNIL a commencé par taper d'abord sur les GAFAM Ouais. parce que, le pouvoir des GAFAM et le nombre de données collectées était extrêmement important. Donc il y avait un caractère, bah, de volume concerné Mmh. et d'exemplarité vis-à-vis des plus petites structures qui ont moins de fonds également et moins de ressources, pour se mettre en conformité, contrairement aux GAFAM. Est-ce qu'on peut donner simplement peut-être, un exemple de données à caractère, personnel? Qu'est-ce qui peut Oui, être concerné? oui, 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 tout à fait. Alors j'ai fait une série là-dessus, mais on peut d'ores et déjà parler des noms, des prénoms, des numéros de téléphone ou des adresses des salariés. Tout ça, c'est de la donnée à caractère personnel. La chose intéressante, je trouve, dans la donnée à caractère et la réglementation sur la donnée à caractère personnel, c'est qu'on est concerné, en tant qu'organisme, en tant que professionnel, mais on est aussi concerné à titre personnel. C'est à la fois des droits et des devoirs. C'est vraiment Mmh. le cumul des 2. Et ça va d'une donnée assez simple comme le nom, prénom, ça va jusqu'à une donnée extrêmement sensible comme son numéro de sécurité sociale, j'imagine? Exactement. Ouais. Ou des données de santé, des données, sur, la sexualité, les opinions politiques et cetera. Le fonctionnement du RGPD par rapport à la loi informatique et liberté, c'est un changement total de philosophie, un changement total de paradigme parce qu'avant, on avait la CNIL qui était un guichet, une chambre d'enregistrement. On faisait des déclarations et on déclarait, tel traitement auprès de la CNIL avec des rubriques. Enfin, il y avait vraiment un formulaire à compléter et à adresser. On n'avait, jamais de retour. Là, c'est complètement différent parce qu'en fait, le RGPD a complètement basculé la responsabilité de se mettre en conformité auprès des organismes. Donc à eux de se conformer et de, documenter toute leur conformité et en cas de contrôle,
On verra, dans quel cadre elle est susceptible de faire des contrôles. En cas de contrôle, il faut pouvoir justifier que vous êtes en conformité. Donc il y a plus ce côté, chambre d'enregistrement, je me conforme dès le départ et je déclare être conforme dès le départ. Là, c'est vraiment l'inverse qui se met en place, c'est-à-dire que je fais tout pour me mettre en conformité, Mmh. je déroule mon plan d'action et ensuite je peux, être contrôlée à tout moment. OK. Justement, qu'est-ce qu'une donnée personnelle, une donnée à caractère personnel? Pour le CSE, alors je vous ai mis quelques exemples, hein, de données, des photos, des adresses, des identifiants en ligne, un numéro de carte d'identité, des données de santé, de localisation, un profil, culturel, un profil social. Tout ça, c'est de la donnée à caractère personnel. Particulièrement pour les CSE, le nom et le prénom, le service ou la direction d'appartenance, l'adresse personnelle, le numéro de sécurité sociale, c'est ce que vous disiez Aymeric, les infos de santé, les infos sur la rémunération aussi, Mmh. l'évaluation des performances, les détails sur, la vie personnelle, qui sont nécessaires pour l'activité des CSE, le nombre d'enfants, les résidences, les lieux de vacances, enfin tout ce qui peut rentrer dans le cadre des CSE. Tout ça, c'est de la donnée à caractère personnel que vous manipulez pour le compte des salariés. Mmh. Un traitement, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est très juridique, je vous ai mis la définition du RGPD. Ce qu'il faut retenir, c'est que dès que vous avez de la donnée à caractère personnel et que vous l'utilisez pour quelque chose, vous rentrez dans le traitement de données à caractère personnel. Mmh. Et il suffit pas que ce soit quelque chose d'informatisé, enfin, c'est pas uniquement les versions informatisées, toutes les versions papier de vos registres, de vos cahiers, de vos, listes sont concernées par le RGPD. Comment on fait maintenant que qu'on a dit qu'on était, bien concernés par le RGPD, comment on fait pour, respecter les grands principes du RGPD et quels sont ces grands principes du RGPD? Le premier principe à respecter, c'est la finalité du traitement. La finalité du traitement, c'est quoi? C'est pourquoi je mets en place ce traitement? Quel est mon objectif quand je mets en place ce traitement? Ce que dit la CNIL, ce que dit le RGPD, c'est que les données collectées, les données nominatives, les données à caractère personnel que je collecte, elles doivent être collectées pour un but déterminé. Donc ça veut dire qu'il faut que je me pose la question à l'avance. Je collecte pas et ensuite je me dis: «Bon, bah, ça pour qu'est-ce que je vais en faire? Bah, ça je peux m'en servir pour ça ou ça». Non, je dois me dire de quoi j'ai besoin avant de collecter la donnée. Donc je crée ma finalité, et ensuite il faut qu'elle soit légitime, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit justifiée par rapport, à l'activité du CSE. Là où je vous ai mis, une illustration où en fait il y a et ça nous arrive souvent, hein, à titre, professionnel ou personnel, de compléter des formulaires où en fait un certain nombre de données sont collectées, mais au final c'est pas, des données qui sont, légitimes dans la mesure où on n'a pas besoin pour le traitement concerné de fournir ces données. Ouais, ça rentre pas dans l'objectif initial, Exactement, mmh. c'est de la collecte pure qui Mmh. ne répond pas à la finalité, à l'objectif. L'idée, c'est que, faut pas collecter plus d'informations que ce qui est strictement nécessaire à notre finalité. Pourquoi on limite et on s'oblige à minimiser le nombre de données, et ça existe vraiment ce principe de minimisation dans le RGPD, il est, très prégnant. C'est parce que si vous avez une fuite de données et ça arrive, extrêmement souvent, vous allez limiter le préjudice qui est subi par les victimes. Parce qu'en fait, il y a moins de données les concernant qui vont fuiter. Et Mmh. donc vous allez limiter aussi votre responsabilité en respectant ce principe. Il faut être transparent. Transparent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut veiller à informer les personnes concernées de ce qui est fait de leurs données. En gros, c'est qui, quoi, comment. Qui collecte mes données? Est-ce que c'est l'employeur? Est-ce que c'est, le CSE par l'intermédiaire de l'employeur? Est-ce que c'est le CSE directement? Qu'est-ce que je fais de ces données? Donc là, on revient sur les finalités. Quels sont les traitements qui sont mis en place et quelles sont les finalités, de ces traitements? Comment je traite, ces données? Quelles données je collecte? Combien de temps je conserve ces données? À qui je les transmets? Et quels sont mes droits? Et il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui sont à transmettre, aux personnes concernées, parce qu'elles ont besoin
d'avoir un éclairage. En fait, il faut bien garder en tête que les données, c'est la propriété des personnes, même Mmh. si c'est quelque chose de virtuel, c'est pardon, d'immatériel, c'est la propriété des personnes et donc il faut leur permettre de savoir ce que vous en faites. Le temps de boire, je reviens sur du coup les grands principes à respecter, du RGPD. Donc pour mettre en place un traitement, je dois avoir une base légale. Quelles sont ces bases légales? Il faut que j'en ai au moins une. Si j'en ai plusieurs, c'est très bien, mais j'en ai pas besoin. J'ai besoin d'une, finalité, d'une base légale. Si j'ai pas au moins une base légale, ça veut dire que mon traitement est illicite. Illicite, c'est pas légal. Le consentement, là, vous demandez à la personne de vous transmettre ces données à caractère personnel et vous l'autorisez à, enfin, elle vous autorise plutôt à, traiter ces données pour la finalité, l'objectif que vous poursuivez. Mmh. C'est la fameuse petite case, «J'autorise l'entreprise à collecter mes données à caractère personnel et à en utiliser dans le cadre de ses fonctions», qu'on voit souvent dans les contrats ou sur internet notamment. Exactement, Ouais. c'est exactement ça et ce consentement, y compris pour les cookies, Oui, ce consentement, cette notion de consentement, alors je suis pas allée dans le détail parce qu'on n'a qu'1 heure, mais cette notion de consentement, elle est très précise, elle est, cadrée par le RGPD et elle est bien vérifiée par la CNIL parce qu'on a beaucoup d'organismes, qui sont partis du principe que le consentement pouvait se faire par la négation ou par le silence, ou par le fait de scroller sur une page internet. Tout ça, ça a été invalidé ou par des cases précochées, tout ça, ça a été invalidé ouais. par la CNIL. Donc le consentement doit être, express. On doit faire cette démarche volontaire de consentir et on doit comprendre ce à quoi on consent, ce qui paraît extrêmement logique quand même. Oui, Le contrat, c'est, la deuxième base légale. Le contrat, à partir du moment où j'ai un contrat qui m'autorise à collecter de la donnée à caractère personnel, je n'ai pas besoin d'obtenir le consentement ou d'avoir une autre base légale. Je vous donne un exemple, le contrat de travail. Le contrat de travail, j'autorise mon employeur en l'occurrence, à traiter un certain nombre de données, mon nom, mon prénom, mon numéro de sécurité sociale, mon niveau de rémunération, mon adresse, et cetera, et cetera. Dans le cadre du contrat de travail parce qu'il en a besoin, bah, pour assurer sa contrepartie, pour m'envoyer, ma fiche de paye, pour, assurer le lien avec la CPAM et cetera, et cetera. Je peux avoir également comme base légale les obligations légales. À partir du moment où j'ai une obligation légale de collecter la donnée et de traiter la donnée, je n'ai pas besoin d'obtenir le consentement ou d'avoir un contrat avec la personne concernée. Au niveau des CSE, on sera souvent, pas toujours, hein, mais on sera souvent dans le cadre de cette obligation légale où, effectivement, vous êtes obligé de collecter les données pour pouvoir, remplir vos missions. quel pourrait être un exemple, de cette obligation légale? Et bien, qu'est-ce que je peux avoir comme obligation légale de traitement? Bah, le nom et le prénom, les données collectées, type, nom, prénom, expérience, c'est des données collectées dont j'ai besoin, pour assurer mes missions, mes prérogatives OK. au niveau du CSE. Les intérêts vitaux, alors, logiquement, vous devriez pas être, dans ce cas-là. La base légale qui permet pardon, notamment aux, services de secours, et bah, de nous traiter, enfin de nous porter secours et de traiter nos données de santé, si jamais on n'est pas en mesure de leur donner notre consentement parce que, ça répond à un besoin vital immédiat. Mmh mh. Les tâches publiques, on appelle ça aussi la sécurité publique. Vous n'allez pas consentir à être filmé dans la rue parce qu'en fait, vous allez avoir un arrêté par exemple préfectoral ou un arrêté, municipal qui se doit d'assurer la sécurité publique dans la rue, par exemple et du coup, on va pas, consentir à être filmé dans la rue. En revanche, ça ne nuit pas à l'information, hein, ce qu'on a vu, en termes d'obligation de transparence avant. Donc il y aura des affichages pour nous expliquer pourquoi on est filmé, mais on ne va pas consentir. Donc c'est une base légale Ouais. et enfin les intérêts légitimes. Les intérêts légitimes, c'est un peu la faculté de faire rentrer beaucoup de choses. On a beaucoup la faculté de faire rentrer des choses là-dedans. C'est, l'intérêt légitime pour l'employeur ou pour le CSE de collecter des données à partir du moment où le salarié, en l'occurrence, va tirer également un intérêt de ce traitement de données. À ce moment-là, vous n'êtes pas obligé d'obtenir son consentement.
Moi, la plupart du temps, j'essaie de ne pas forcément obtenir le consentement parce que le consentement, c'est quelque chose qui peut être retiré et du coup, ça fait naître une incertitude sur ma base légale et sur la pérennité de mon traitement. Ouais, oui, effectivement, ça peut être, remis en question, remis en cause et du coup, ça oblige de modification, quoi. Exactement. Autre grand principe, c'est le droit des personnes. Alors je pense que voilà, on en a énormément entendu parler, en 2018, entre 2016 et 2018, lors de la mise en place du RGPD. Là, on le voit aussi, mais c'est un peu moins marqué. On a le droit, on bénéficie tous en tant que, personne privée, particulier de droits vis-à-vis du RGPD. Alors ces droits, on va les voir, juste après. Les droits d'accès, les droits de modification, c'est le droit, puisque c'est notre propriété, de faire ce qu'on veut de nos données. Si on passe sur la slide d'après, je vais vous illustrer un peu plus les différents droits. Le droit d'accès, c'est le droit d'aller voir un organisme. Donc, un salarié peut venir vous voir en tant que CSE et vous demander quelles sont les données à caractère personnel, donc avec tout l'éventail que ça signifie, que vous collectez me concernant et dans quel cadre. Vous pouvez avoir la même démarche auprès de votre employeur, vous pouvez avoir la même démarche auprès de votre banque, votre assurance, et cetera, et cetera. C'est, le droit d'accès, savoir quelles sont les données me concernant qui sont traitées par un organisme. Le droit de rectification, c'est le droit, aussi qu'on appelle de modification. C'est-à-dire que l'intérêt d'avoir des données, qui sont collectées sur vous, ne vaut que si ces données sont fiables. Si les données sont pas fiables parce que, vous avez changé de nom parce que vous vous êtes marié ou à l'inverse, vous avez divorcé, vous avez changé d'adresse, vous avez changé de numéro de téléphone, votre situation familiale a changé, votre niveau de revenu a changé, votre, situation professionnelle a changé, enfin voilà, je vous donne quelques exemples. Vous avez le droit de faire modifier les données qui vous concernent auprès des différents organismes. Et de la même manière, les organismes ont le droit de vous demander justement, de mettre à jour votre situation. Je pense par exemple aux impôts. On a toujours cette question: «Votre situation a-t-elle évolué depuis cette date-là?» Effectivement, ça marche dans les 2 sens. Exactement et c'est une transition parfaite avec le 3e droit, c'est que vous ne pouvez pas vous opposer quand c'est une Mmh. obligation légale. Je ne peux pas refuser de mettre à jour ma situation vis-à-vis des impôts pour, réaliser une économie d'impôts ou ne pas augmenter mes impôts. Les données que je transmets doivent être justes. D'ailleurs, vous déclarez, à la fin de votre déclaration d'impôt que les données, que vous avez renseignées sont justes. Vous ne pouvez pas vous opposer à des traitements qui sont légaux. Ça, c'est le principe. Pour tout ce qui ne revêt pas une obligation légale, en revanche, vous pouvez vous opposer au traitement de vos données. Ouais. Le droit à la portabilité, il n'est pas très, très connu ce droit. C'est la faculté, de transférer certaines de vos données à un autre organisme. Ça peut être fait entre assurances, ça peut être fait, entre mutuelles, ça peut être fait, à moindre ampleur sur, des abonnements de type, musicaux ou, voilà, vous prenez votre panier vous concernant et vous allez le transférer de manière automatique à un autre, responsable de traitement. Comme pour internet, changer de fournisseur Oui, internet, en quelques clics, ouais. exactement. Le droit au déréférencement, c'est le droit, depuis un moteur de recherche, de ne pas se voir associer son nom et son prénom à quelque chose, à quelque chose qui pourrait être, injurieux ou diffamant. À ce moment-là, vous pouvez, ou à une histoire dont vous voulez plus entendre parler. À ce moment-là, vous pouvez demander auprès du moteur de recherche un déréférencement. Ils doivent mettre en place une procédure et un questionnaire pour vous laisser cette possibilité, toujours dans cette démarche de protection de votre vie privée. Le droit à l'effacement, c'est la possibilité, d'obtenir l'effacement de vos données, personnelles. Alors pareil, ça marche pas avec les impôts, hein, c'est vous pouvez pas demander à ne plus exister. Le droit à la limitation, enfin, c'est le droit de suspendre, de geler, le traitement des données, qui vous concernent pendant un certain temps, le temps de régler ou d'obtenir des réponses à certaines questions. Je vous Donc tout affiche une Oui, question à l'écran juste, pardon de vous avoir coupé peut-être. non, non, je vous en prie, allez-y. Sabrina, qui pose la question par rapport à l'enregistrement éventuel d'un Teams, s'il faut le consentement des personnes.
Alors, il faut le consentement des personnes, à minima, il faut les informer. C'est-à-dire que quand vous allez, appuyer sur le bouton d'enregistrement, notamment normalement Teams est plutôt bien fait pour ça, c'est, il affiche un message justement qui permet d'informer que la réunion va être enregistrée et vous pouvez à ce moment-là, du coup, si vous êtes personne concernée, vous opposer à l'enregistrement, si jamais vous ne souhaitez pas, que la réunion soit enregistrée. Les durées de conservation, elles doivent être fixées. Alors c'est jamais facile, hein, la fixation de ces durées de conservation. Vous avez des dispositifs, hein, qui vous aident auprès de sur le site de la CNIL avec, des préconisations, hein, c'est uniquement des préconisations et elles sont fixées en fonction de l'objectif poursuivi. Vous pouvez pas avoir quelque chose, de complètement cadré. C'est pour ça que ça reste des préconisations. C'est vraiment vous, en fonction de vos objectifs, de l'objectif que vous avez, de la finalité que vous avez arrêtée. Vous allez fixer une durée de conservation qui doit, attention, être pas trop longue, parce que sinon vous augmentez le risque justement de fuite de données, mais également pas trop courte au regard de vos obligations légales et notamment les obligations de conservation de données et d'archivage. Par exemple, pour un CSE, les informations fiscales que vous allez enregistrer, et ben, en fonction de la finalité que vous aurez mis en place, il faudra vous poser la question du temps nécessaire de conservation. Est-ce que c'est uniquement, par exemple, pour l'octroi de chèques vacances et à ce moment-là, je fais la vérification, à un instant T, donc je ne conserve pas le justificatif fiscal, je fais la vérification, je note dans mon registre que j'ai fait la vérification et je supprime la donnée? Ou est-ce que, ça doit être, d'une manière plus longue pour, vérifier, je ne sais pas, le coefficient fiscal, de référence du salarié sur, toute une durée, déterminée parce qu'il a le droit à plusieurs choses, tout au long de l'année. Enfin voilà, c'est vraiment le traitement et l'objectif poursuivi qui va déterminer cette durée de conservation. OK. La sécurisation des données, c'est un gros morceau, du RGPD, pour toutes les raisons qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'il y a énormément, de fuites de données, il y a constamment des recherches, des demandes de rançon, une fois que les Mmh. sites sont paralysés ou les activités des entreprises ou des organismes sont paralysées. On en a eu énormément sur les hôpitaux aussi. En fait, les hackers se mobilisent contre les organismes de grande ampleur ou à l'inverse, des organismes qui, sécurisent moins leurs, leurs données et qui sont du coup beaucoup plus, faciles à hacker et du coup à demander une rançon ou vendre les données collectées. Donc là, comment on fait pour se mettre en conformité sur la sécurité des données? Alors il y a beaucoup de procédures, à mettre en place quand vous vous mettez en conformité sur le RGPD. Il faut assurer la sécurité physique, notamment des serveurs, la sécurisation des locaux, les fermer à clé, il ne faut pas laisser ouverts, les locaux, parce que je vous l'ai dit, hein, c'est vos ordis, c'est vos serveurs, mais c'est aussi vos carnets, vos livres, vos dossiers papier. Faut fermer vos armoires, faut verrouiller vos postes de travail, il faut gérer les habilitations. Tout le monde n'a pas à avoir accès, au sein du CSE à toutes les données. En fonction des rôles qui vous sont affectés, vous allez avoir accès à certaines données et pas à d'autres. Donc la gestion des droits, c'est aussi, important. Tout ça, ça passe par, des questionnements, pour la mise en conformité, par des procédures et puis, si vous collectez des données sensibles, il ne faut pas hésiter à exiger à mettre en place le chiffrement de ces données pour Mmh. qu'en cas de fuite, vous puissiez, au moins les rendre, difficilement exploitables par le hacker. Alors du coup, 2 petites choses, pour rebondir sur ces propos-là. J'avais d'abord quelque chose, auquel j'ai pensé, c'est que j'imagine que c'est quand même assez difficile pour des élus de CSE qui ont déjà une activité, primaire. Le rôle de l'élu est une activité secondaire. J'imagine que c'est assez compliqué d'être au fait que leurs actions mises en place par rapport à la sécurisation des données, elle est pertinente, elle est fiable, elle est bien faite. J'imagine qu'il y a quand même une expertise qu'ils n'ont pas et qui doit être difficile à déterminer et à juger. Oui, 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 en effet, enfin, c'est jamais facile. C'est une casquette, qui est hyper importante, mais
qui se font parmi d'autres, le respect de toutes les réglementations est jamais facile. On met en place des audits quand c'est comme ça. On met en place des audits pour vérifier que, alors soit on accompagne sur la mise en conformité, soit on met en place des audits pour savoir ce qui est déjà fait, comment c'est fait et puis on le verra, après. Mais la démarche de conformité, elle est continue. Donc pour voir si, à un instant T, vous avez réussi à vous mettre en conformité et c'est super, parce que souvent, quand vous avez fait cette démarche d'accompagnement à la mise en conformité, vous avez mis en place un certain nombre de procédures. Mais est-ce que vous êtes toujours en Mmh. conformité? Parce que les situations ont évolué, le contexte a évolué, vous avez peut-être collecté d'autres données, vous avez changé de sous-traitant. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont à vérifier. Donc là, moi j'engage à faire des audits, Ouais. sur la conformité des sociétés et des organismes, sur le volet RGPD. Parce que c'est normal, vous pouvez pas tout voir et tout savoir. Ouais, c'est normal. Il y avait Frédéric, pour ceux qui étaient pas là, donc qui était l'intervenant précédent, qui nous fait remonter, pour la conservation des données, normalement, c'est la durée d'un potentiel contrôle URSSAF, donc 3 ans. C'est quelque chose, que vous acquiescez, Elisabeth, c'est ça? Sur les données, effectivement, en fonction du type de données que vous collectez, vous avez toujours cette notion d'obligation légale dont on parlait. Les contrôles de l'URSSAF, vous devez pouvoir, vous devez pas supprimer les données avant et vous devez pouvoir transmettre les données qui sont nécessaires, les données qui sont exigibles par l'URSSAF en cas de contrôle. Donc à minima 3 ans donc? Bah, pour certaines données, oui. Ouais, OK. Ouais. Là, on alors c'est un peu ce dont on vient de parler, hein, sur la Ouais. démarche de conformité de manière continue au RGPD. Le fait de se maintenir en conformité, de respecter, de vérifier le respect des procédures qu'on a mis en place, de supprimer les données parce qu'en fait, c'est pas quelque chose d'automatique. Donc, il faut penser à supprimer les données ou à archiver les données, ne plus les mettre dans la base active, mais, dans la base, secondaire qui permet du coup de pouvoir, archiver ces données en cas de contrôle et de pouvoir justifier justement des éléments qui ne sont plus du coup en base active et qui sont moins soumises aux fuites de données. Continuer l'information des salariés quand il y a des choses qui ont évolué et cetera et cetera. Je pense à quelque chose, quand Ouais. vous aviez, parlé, j'imagine, par rapport aux serveurs, donc j'imagine que les données sensibles, toute la protection liée aux données des salariés doivent être stockées sur des serveurs sur lesquels on doit s'assurer de la sécurité. Il est donc impossible qu'un élu puisse stocker des données sur son ordinateur avec son espace personnel de travail. Non, la difficulté alors, je sais que ça arrive, la difficulté c'est que, quand vous enregistrez ces données, sur votre espace personnel, vous n'allez pas bénéficier des protections adéquates Ouais, au niveau de, bah, des serveurs et puis on va le voir, hein, mais sur la fuite de données, c'est pas uniquement le risque de se faire hacker, c'est aussi le risque de supprimer des données, de les altérer et cetera. Là aussi, vous êtes dans la violation de données à caractère personnel. OK. Donc c'est prendre également un risque de mettre, tout ça sur son serveur. De tout ça sur Sur son espace personnel, ouais. son espace personnel, exactement. Quelles sont les sanctions auxquelles, on s'expose quand on a une violation au niveau du RGPD? Alors elles sont de 2 ordres. Sur le plan pénal, on s'expose à 5 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende en fonction, bien entendu, de la gravité des infractions. On peut noter quelque chose qui est peut-être, plus courant, l'absence d'information des personnes concernées ou non-respect, des droits des personnes. Ça fait l'objet d'une amende de 1 500 € par infraction constatée. Ouais, elles sont bien évidemment cumulatives. Exactement. Sur le volet civil, les personnes qui ont subi un dommage, c'est-à-dire que, les salariés qui ont subi une fuite de données ou une perte de leurs données, vont subir un préjudice et elles peuvent, vous assigner, faire un recours contre le CSE pour demander réparation de ce préjudice. Parce que, elles n'ont pas pu accéder à certains droits, parce que, il y a eu des usurpations d'identité, enfin voilà. Elles peuvent, se retourner contre vous pour négligence ou pour faute. C'est pas, on vient pas le juge civil va pas sanctionner ici un manquement volontaire. Si c'est un manquement volontaire, on ira sans doute plus sur du pénal, mais sur le fait de mal avoir fait quelque chose. Dans ce cas-là
Sur le plan civil, vous êtes responsable. D'accord. Et c'est bien le CSE qui est responsable, qui va avoir sa responsabilité, engagée, c'est pas l'employeur. Donc il faut bien être, attentif à tout ça. Ah oui, c'est le fait que le CSE puisse bénéficier d'une personne morale, enfin d'avoir cette personnalité morale, effectivement, ça a des avantages et ça a aussi, bah, du coup, bien plus de devoirs et de vigilance là-dessus, ouais. Exactement. Et aussi parce que parfois c'est pas le CSE, c'est pas l'employeur qui va décider que vous allez mettre en place un certain nombre de traitements. Ouais, C'est vous en tant que CSE qui prenez cette décision, donc ouais, vous portez cette responsabilité. Elle est associée à ouais. votre rôle. Dans le cadre des ASC, effectivement, l'employeur dégage un budget mis à la disposition du CSE. C'est le CSE qui est maître de ces actions pour, lancer des actions liées aux ASC. Donc effectivement, il ne peut pas être responsable de ça. Exactement. Vous avez aussi des sanctions administratives qui sont, assez lourdes. Elles sont prononcées par la CNIL puisque c'est une autorité de contrôle, on l'appelle le gendarme. Mmh. Et qui sont, déterminés, en fonction de plusieurs points. La violation en elle-même, nature de la violation, gravité, durée de la violation. On a parfois des violations qui durent des mois parce qu'en fait le responsable de traitement ne s'en rend pas compte et c'est le particulier ou, une association, où on a beaucoup d'associations qui sont attentives à ce qui figure sur le dark web, qui va constater qu'en fait il y a une fuite de données et qui va alerter. Donc en fonction de la durée de la violation, sa gravité, et puis, le la nature de la violation, Mmh. la CNIL va déterminer quelle amende donner. Elle va prendre en compte aussi la finalité du traitement qui était concerné. Est-ce que c'était licite? Est-ce que c'était, légitime? Et puis le nombre de personnes concernées. Une fuite de données qui concerne 2 personnes ou une fuite qui va en concerner 50, 100, 100 000, enfin voilà, les conséquences n'étant pas les mêmes, l'amende sera déterminée en fonction de ces éléments-là. Pour OK. info, entre, mars de cette année, mars 2024 et mai 2024, donc c'est quand même, une période assez courte, la CNIL a rendu 9 nouvelles décisions de sanction pour un montant de 83 000 €. Alors les motifs, de ces sanctions, elles sont assez variées. On a du traitement illicite, de l'absence de minimisation de données, des manquements sur l'utilisation des cookies, défaut de coopération avec la CNIL, défaut de sécurité, non-respect du droit des personnes, défaut d'information. Donc, un peu finalement tous les grands principes qu'on a vus, précédemment ont Mmh. été sanctionnés là sur cette très courte période, par la CNIL. OK. Moi, j'avais une Heu, question, j'avais vu, oui, parce qu'il y avait un chiffre qui était assez éloquent. Moi, je repense à l'année 2023 et ses 42 condamnations, où ça représentait plusieurs millions d'euros. mmh. C'est de l'argent qui quoi, remis dans les caisses de l'État, qui est réinvesti? C'est quelle est la finalité ensuite de cette somme? Alors il y en a une partie qui va auprès de la CNIL, effectivement, parce que le fonctionnement même de la CNIL nécessite un certain nombre, enfin, il y a beaucoup de contrôles, il y a le personnel, l'effectif de la CNIL, son Mmh. organisation et puis, sinon ça va effectivement dans les recettes de l'État. OK. Les amendes de la CNIL, bah, forcément, comme les amendes sont imputables au CSE, ça vient diminuer, ou ça peut aller jusqu'à supprimer le budget, ASC du CSE. Mmh. Donc, il faut y être particulièrement attentif. Ça fait toujours mal d'avoir une amende, mais en plus ça peut vous priver, de votre budget. Et c'est les salariés derrière qui vont être les plus impactés, alors que, forcément, ils ne sont pas tenus responsables, de ces actions-là. Donc ça met en péril, une sorte de vie, la vie du le QVT, les aspects QVT et la vie de l'entreprise, ouais. Oui et tout à l'heure on parlait des actions civiles que les salariés pourraient mener. Le fait d'être privés du budget, ASC qui aurait pu, leur bénéficier, ça peut être le préjudice dont elles vont demander réparation. OK. Le signalement, des non-conformités ou des manquements, au RGPD auprès de la CNIL, ça se fait selon 4 modes. On a Mmh. des plaintes, les gens, vont saisir la CNIL pour, signaler un manquement. Elles ont constaté un manquement, elles vont le signaler. On a également l'autosaisine. L'autosaisine, c'est la CNIL qui décide de se saisir sur un sujet particulier. Ça peut être, les CSE, ça peut être, les organismes de gestion collective, ça peut être les droits des enfants. Chaque année, elle détermine, ou ça peut être, enfin oui, c'est vraiment extrêmement varié. Chaque année, elle, décide de thèmes particuliers sur lesquels elle va porter son attention en cas de, enfin pour, exercer ses contrôles.
Et ça, elle l'indique en début d'année, j'imagine, via un Oui, communiqué de presse, elle communique exactement, sur les ouais, OK. tout à fait. Vous avez en effet un communiqué de presse qui va, vous informer des thématiques, prioritaires de la CNIL. OK. Vous allez avoir aussi la presse, les communiqués de presse ou les articles de presse qui vont signaler des manquements à la CNIL et qui vont conduire la CNIL, du coup, à se saisir de la même manière pour assurer les contrôles. On a eu, dernièrement des collectivités qui se sont fait hacker ou des, réseaux sociaux. On n'a pas eu forcément d'informations, contrairement à l'obligation qu'elles ont, de la part de ces organismes, mais la CNIL en est informée et donc elle exerce un contrôle. N'importe qui, un particulier peut décider d'aller lui-même alerter la CNIL lorsqu'il est en confrontation ou qu'il juge un manquement, sur des aspects conformité. Tout à fait, tout à fait. Sur une thématique que la CNIL a décidé de gérer ou OK. le concernant. Le contrôle de la CNIL est de 4 ordres. Elle peut venir sur place, c'est-à-dire qu'elle va venir, entre, à partir de 6 heures du matin, et elle va vous demander d'accéder alors, elle aura une mission, un ordre de mission, que vous pourrez vérifier, mais elle peut, vous demander, à n'importe quel organisme, hein, d'ailleurs, quelles sont les données collectées, la manière dont vous les protégez, comment, vous avez mis en place des procédures, comment vous faites respecter les droits d'accès et cetera. Donc elle peut débarquer pour assurer ce contrôle. Elle peut assurer en ligne, c'est la plupart des contrôles, hein, ils sont assurés, en ligne parce que ça nécessite beaucoup moins de ressources et de temps, c'est beaucoup moins chronophage. Elle va se mettre à la place d'une personne concernée, elle va voir à quoi elle accède, comment vous avez assuré cette information. Elle peut vous convoquer, elle va vous demander, à l'image des convocations, judiciaires, hein, elle va vous convoquer pour vous entendre, vous auditionner sur des sujets et des manquements qui lui sont remontés. Ou alors elle peut faire un contrôle sur pièce, c'est-à-dire qu'elle va vous demander, par exemple, lui communiquer les, données qui concernent les ASC, auprès de votre organisme. Avec toujours un délai, j'imagine, qui est demandé par la CNIL, on a un délai de réponse minimum ou maximum plutôt? Oui, toujours, toujours. Alors pour les 3 derniers, oui, sur place, en revanche, il y a pas de délai. C'est, Instantané. immédiat. Ouais. Alors, immédiat, pas à la minute, hein, mais Oui, ça reste, quand même, un contrôle exercé le jour même. OK. Les suites du contrôle, une fois qu'elle a initié ce contrôle, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a 2 types, de procédures. Il y a les procédures ordinaires et les procédures simplifiées. Les procédures, ordinaires, je vous ai mis le schéma, le logigramme qui permet de suivre, quelles sont les étapes de ce contrôle. Alors généralement, elle va pas, sanctionner directement. Elle va vous demander des éléments, vous allez lui répondre, vous allez échanger et ensuite, elle va passer par différentes étapes avant d'appliquer une sanction. Sinon, vous avez aussi la procédure simplifiée, où là, c'est beaucoup plus rapide, les échanges sont plus succincts et ça peut conduire, automatiquement automatiquement, ça peut conduire à une sanction, en fonction des réponses qui auront été faites et des constats surtout qui auront été faits. Dans le premier cas, sur la procédure ordinaire, les sanctions, c'est entre 2 et 4 du chiffre d'affaires annuel. Alors pour les CSE, ça a moins de sens. En revanche, c'est, soit 2 à 4 du chiffre d'affaires, soit c'est entre 10 et 20 millions d'euros, sachant que la CNIL a le droit, la capacité de retenir le montant le plus élevé. Donc la plupart du temps, ça va être, jusqu'à 10 à 20 millions d'euros, d'où ce qu'on disait tout à l'heure sur, les amendes qui peuvent vous priver de vos budgets. Et dans le cas de la procédure simplifiée, le montant, comme la procédure est beaucoup plus rapide et plus simple, le montant en termes d'amende, alors c'est, pour des dossiers de faible gravité, hein, sinon ce serait trop simple, ça va jusqu'à 20 000 € l'amende. En sachant que quand même pour une petite entreprise, 20 000 €, ça peut correspondre effectivement très rapidement à une somme, pour le CSE qui est, colossale. Qui est substantielle, ouais, tout à Ouais. fait. Les sanctions, enfin les mesures plutôt qui peuvent être, mises en place, soit elle peut rendre publique
la sanction et sa délibération, soit elle considère que, vous avez compris et il y a pas besoin de vous savez, c'est le shame my name. Il y a pas besoin d'illustrer et de montrer aux autres: «Attention, voilà ce que je peux faire» et à ce moment-là, c'est non public. Soit, c'est pécunier et là, c'est l'amende, soit c'est pas pécunier et ça peut être un rappel à l'ordre ou une injonction de se mettre en conformité. Donc c'est ça, 2 à 4 du salaire avec un plafond de 10 à 20 000 €. Exactement, c'est les montants dont on a parlé. Quelques chiffres, alors c'est les chiffres de 2022. 345 contrôles ont été effectués, 143 sur place, 43 contrôles sur pièce, 128 contrôles en ligne et 31 contrôles sur audition. Il y a eu un certain nombre de mises en demeure qui ont été faites, de signalements. Et si on passe sur la slide après, on voit le résumé du montant des sanctions sur 2022. On a 21 sanctions pour un montant total de 101 millions d'euros. On a un tiers des sanctions qui comportent un manquement à la sécurité des données à caractère personnel. Et alors c'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, on est passé un peu rapidement, mais les décisions de la CNIL peuvent se faire en coopération avec d'autres autorités de Mmh. régulation européenne. Oui, parce que la CNIL en est une, mais et c'est la plus connue, mais il y en a d'autres qui opèrent sur le marché, ouais. Bah, c'est celle française, donc vous en avez une par pays. OK, et elles ont la capacité d'aller collaborer ensemble, Exactement. OK. Les sanctions pardon, de la CNIL en 2023, on a 42 sanctions, donc on a un peu moins de sanctions. On a un peu plus pardon de Mmh. sanctions. En revanche, si on fait le ratio, on en a pour 89 millions d'euros au total. Donc le montant des sanctions est quand même, assez important. Pareil, on a un tiers des sanctions qui concernent le manquement à la sécurité des données et on a toujours cette notion de coopération avec les autres autorités de contrôle. Je pense, quand je vois la somme, réaction de base, j'ai envie de demander: «Est-ce qu'on peut étaler le paiement?» J'espère. Est-ce qu'on peut étaler le paiement? Alors, je suppose que l'objectif de la CNIL n'est pas de couler les organismes. Oui. En revanche, à partir du moment où elle va aller sur une sanction pécuniaire, c'est qu'elle estime que le manquement est tel, qu'il est normal d'obtenir ce règlement. OK, ça marche. Le bilan global au 31 janvier 2023 depuis la mise en place de cette réglementation, c'est 500 millions d'euros d'amende collectées par la CNIL. Tout à l'heure, on parlait des GAFAM. Mmh. Là, vous avez l'illustration des sanctions concernées. Amazon 35 millions, Microsoft 60 millions, Google, comme ils apprennent assez rapidement, ils se sont pris 3 sanctions en 2019, 2020, 2021. Et puis toujours cette notion de coopération avec les autres autorités de contrôle. On est, en termes d'autorité européenne, à 2,5 milliards d'euros d'amende. Ouais, c'est beaucoup. C'est énorme, ouais. Les domaines d'activité du CSE relevant du RGPD, donc on en a parlé un petit peu tout au long. On a les ASC, quel que soit le mode de gestion. Quand bien même vous faites appel à des sous-traitants, on le verra après, mais vous êtes responsable de ces sous-traitants. Les sites web du CSE, les communications à destination des Mmh. salariés, les données des élus et les CSE lorsque celui-ci est employeur. Les prérogatives du CSE entrant dans le RGPD, c'est, le droit à l'information du CSE, les consultations et les communications. On le verra tout à l'heure avec des illustrations, mais en 2022, la CNIL a reçu quand même 663 plaintes de la part d'employés estimant que les mesures de surveillance mises en place par leur employeur étaient illicites ou contraires au RGPD. Ah oui. Donc c'est un vrai sujet pour les salariés aussi. Oui, parce qu'on pensait plus que c'était, effectivement le CSE qui avait des manquements, mais on peut, à l'inversement s'estimer, du coup, sur une surveillance, qui est trop importante Et c'est et un levier de contrôle énorme pour les CSE, tout à ouais. fait, et pour les salariés. Ouais, ça, j'en avais pas forcément conscience. Le RGPD, c'est la mise en balance des droits et des devoirs de l'employeur. Mmh. L'employeur est responsable, il est aussi responsable de traitement comme peut l'être le CSE et
du fait de cette responsabilité notamment, il va mettre en avant la confidentialité des données qu'il collecte pour ne pas les transmettre au CSE. Là-dessus, le RGPD et les juges disent qu'il y a une légitimité et une nécessité de pouvoir transmettre les informations, les données des salariés auprès des CSE pour qu'ils puissent exercer l'ensemble de leur mission. On va le voir sur Mmh. la slide d'après. L'employeur se doit de respecter un certain nombre, enfin la même chose pour tous les responsables de traitement, hein, un certain nombre de grands principes, la licéité du traitement, l'information des personnes concernées, la sécurité des données et la prise en compte du droit des personnes. Donc l'employeur pourrait, se dire que, utiliser le RGPD et dans le respect du RGPD, c'est maintenir, retenir les données que je collecte pour moi et ne pas les transmettre à des tiers, dont le CSE. OK. Qu'est-ce que dit, la CNIL sur ce sujet? La CNIL, elle est venue préciser, c'est ce qu'on voit en bas à gauche, que, la base de données, économique et sociale, c'est un document sur la situation économique et sociale de l'entreprise qui doit être transmise. Dans la mesure où, en plus, elle ne contient aucune donnée à caractère personnel, donc elle n'est pas couverte par le RGPD, donc on peut pas l'employeur ne peut pas mettre en avant cette obligation de confidentialité et de sécurité des données pour ne pas transmettre. Et ensuite sur la transmission, on a, plusieurs bases légales qui peuvent nous permettre, c'est le volet en bas à droite, qui peuvent nous permettre de, légitimer le traitement qui va être fait et le transfert des données. Déjà, alors ça, c'est de plus en plus souvent le cas en tout cas, la personne concernée peut consentir dans le cadre de son contrat de travail au transfert de ces données, au titre du CSE. Le traitement peut aussi répondre à une obligation légale, de la part du CSE, d'où le transfert de données et alors je l'ai pas mentionné ici, mais on a aussi l'intérêt légitime, à la fois pour le CSE, mais pour les personnes concernées, de transmission de ces données et de traitement de leurs données. Là, on a quelques cas de jurisprudence confirmant le point qu'on vient juste de voir. Le premier cas, donc à gauche, on avait un employeur qui refusait de communiquer, à l'expert les numéros de sécurité sociale des salariés au motif que c'était contraire au RGPD. Donc, un peu les motifs Ouais. qu'on a vus avant. Ce qui a été, jugé par la cour d'appel, c'est que l'expert a, de par son métier, une obligation de confidentialité et que c'est à lui de déterminer quelles sont les infos qui lui paraissent utiles pour, réaliser sa mission. C'est pas à l'employeur de le faire. Donc, il y avait une obligation de transfert de ces données. À l'inverse, à droite, vous avez un cas où la demande, concernait un expert qui demandait les adresses mail des salariés pour, envoyer un questionnaire. La direction, l'employeur avait refusé de transmettre ces adresses mail, mais avait proposé de prendre le questionnaire et de l'adresser à l'ensemble des salariés. C'est allé en justice et dans son arrêt, la cour d'appel a rappelé que, il y avait un principe de proportionnalité des données que vous collectiez au regard de la finalité de l'objectif poursuivi et qu'au regard de la finalité et du fait de la proposition de l'employeur d'employer de cette solution alternative, hein, d'envoyer, le questionnaire, qui est une solution moins intrusive parce que du coup, les données ne se baladaient pas, Mmh. les adresses mail. Ici, il y avait pas d'obligation légale en plus de transmettre ces données. Donc, l'employeur était dans son bon droit de ne pas transmettre les données. Donc, ce qui est rassurant, c'est de se dire qu'il n'y a pas de parti pris de la part des tribunaux. Elles jugent au cas par cas. Là, c'est un rappel, sur les prochaines slides des autres règles qui sont applicables au CSE. Le premier point, c'est, les règles qui relèvent du droit des affaires et du droit du travail, donc l'obligation de discrétion, bien entendu, le secret de fabrication et le secret des affaires. Tout ça, ça appartient
ça relève de la propriété de l'employeur, et donc vous devez, en tant que CSE, vous devez respecter cette confidentialité, ce secret. De manière générale, vous avez des obligations qui relèvent du code civil, la loi sur la liberté de la presse de 1881, en matière de diffamation et d'injure et de respect de la vie privée. On va voir juste après une illustration. On a la Cour de cassation, la chambre sociale de la Cour de cassation, qui est venue sanctionner en rappelant que les PV des réunions de comité ne devaient pas contenir d'inexactitudes ou de propos injurieux ou d'allégations diffamatoires. Les écrits sont très engageants, donc il faut faire attention à la formulation. Frédéric ne pourra pas dire le contraire, il faut bien faire attention à la formulation des PV. On a aussi une illustration en dessous concernant le fait de ne pas... non, pardon, c'est l'indication du code pénal sur le fait de ne pas commettre d'injures publiques ou non publiques. Alors les PV, ça concerne des injures non publiques. Et enfin, on a le rappel sur la vie privée, sur le fait que ce qui est débattu en réunion, si des salariés sont concernés, le salarié a le droit de demander, ou en tout cas l'obligation est là pour le CSE de rendre anonyme les données à caractère personnel du salarié concerné. Okay. On a également le droit à l'image. Alors ça, on le connaissait bien avant la mise en place du RGPD, mais qui est de nouveau accentué. Avant de diffuser des photographies, il faut obtenir le consentement des personnes. Et puis, un rappel sur les adresses mail personnelles des salariés, mais on l'a vu du coup dans les décisions des tribunaux juste avant, sur le fait que c'est bien de la donnée à caractère personnel et qui doit donc respecter un certain nombre d'obligations au titre du RGPD. Comment on se met en conformité au niveau du RGPD? Il y a plusieurs étapes à suivre. On désigne le responsable de traitement pour savoir qui pilote dans l'avion. On constitue un registre des activités de traitement pour savoir exactement quels sont les traitements qui sont mis en œuvre par le CSE. On doit trier, limiter, sécuriser les données traitées pour savoir ce qu'on en fait, qui y a accès, comment c'est sécurisé, etc. Et ensuite, on informe les salariés des données qui sont collectées, puisqu'on l'a vu tout au long, l'information des salariés est primordiale. On le verra après, on peut aussi désigner un DPO, un Data Protection Officer, c'est le délégué à la protection des données. On les informe du coup comment? C'est en ligne, une notice d'information dans la BDESE? Comment elle est stockée, cette information-là? Alors, l'idéal, ce serait d'adresser, parce qu'en fait, c'est toujours cette même notion, vous devez pouvoir justifier que vous l'avez fait. Donc, un affichage sur un site internet en ligne, c'est bien, mais ça ne permet pas de dire que vous avez donné une information individuelle à l'ensemble des salariés. Donc, vous pouvez avoir un affichage, vous pouvez avoir des courriers ou des emails de notification, d'information, des annexes au contrat de travail. Enfin, il y a plusieurs modes qui sont envisageables. Le responsable de traitement, on l'a vu, c'est celui qui décide, celui qui met en place le traitement. Ses missions, c'est d'établir et de mettre en œuvre les politiques concernant la protection de données personnelles. Comment je collecte, auprès de qui je collecte, quelles données je collecte, à qui je les transfère, comment je les sécurise. À veiller au respect des principes du RGPD. Et à s'assurer que le droit des personnes concernées est bien respecté. C'est lui qui va devoir répondre aux demandes d'accès, aux demandes de modification, etc. Okay. Il est responsable, c'est dans son titre, donc c'est à lui de piloter. Le DPO, c'est pas obligatoire, mais à part dans certains cas, mais on le recommande fortement. Les DPO, vous les nommez, vous les désignez auprès de la CNIL. C'est un sachant, il est soit interne à l'entreprise, soit externe. Il peut être mutualisé. Enfin, il y a vraiment différentes formes de DPO.
il informe, il conseille l'entreprise. Il a pas le C'est pas lui qui pilote parce que, lui, il est là pour conseiller et informer, aider le responsable de traitement, mais au final, c'est toujours le responsable de traitement qui décide. Donc ça peut pas être la même personne. Il y aurait un conflit d'intérêts. Mmh. Il va contrôler aussi le respect du règlement, alerter le responsable de traitement s'il estime qu'il y a des manquements, et il va être l'interlocuteur privilégié à la fois des personnes concernées quand il y a des questions, parce que c'est lui le sachant et qui connaît les procédures qui sont mises en place au niveau de la société. Et c'est aussi lui qui va coopérer avec la CNIL pour les mêmes raisons, parce que c'est lui qui a aidé à la mise en place des procédures, c'est lui qui a vérifié, conseillé et qui a assuré vraiment ce rôle de sachant auprès de l'entreprise. Alors si c'est lui qui, veille à la sécurisation, à la protection, est-ce que c'est lui qui peut être seul tenu responsable d'un manquement? Non, parce qu'en fait, OK, c'est que des préconisations, que des conseils. C'est vraiment finalement, c'est celui qui a l'argent qui décide, donc c'est le ouais, responsable de traitement. Lui, il décide pas, il vous fait des préconisations. Vous les suivez, vous les suivez pas, pour une raison ou une autre, qui peuvent être justifiées ou pas, ou parce que vous avez pas le budget de cette année, donc vous le reportez. Néanmoins, le responsable de traitement, c'est lui qui va porter cette responsabilité. OK. Le sous-traitant, alors ça peut être le tiers qui va enfin l'entreprise qui va mettre en place, votre site internet, gérer l'achat de billets d'avion, l'achat de, places de cinéma, ça va être, votre expert comptable. Tout tiers, en fait, les entreprises auxquelles vous allez faire appel pour gérer une partie des données, que vous avez collectées. OK. Ce qui est important en termes de responsabilité, c'est de savoir que le responsable de traitement, donc le CSE, il est toujours responsable de son sous-traitant. Donc c'est peut-être potentiellement lui, pour une faute de son sous-traitant, qui sera sanctionné ou c'est sa responsabilité qui sera recherchée. Après, OK. vous pouvez aussi avoir des responsabilités conjointes du responsable du traitement et du sous-traitant et vous pouvez aussi, si votre contrat le permet, en tant que responsable, de traitement pour lequel vous avez eu une responsabilité engagée, vous retourner ensuite contre votre sous-traitant. C'est ça, dans le cadre, par exemple, si, OVH, du coup, malheureusement est hacké, vient à avoir une libération de données confidentielles, est-ce qu'on peut se retourner contre OVH? Exactement, vous pouvez alors sous réserve que votre contrat le permette, hein, bien entendu. Ouais, Mais vous pouvez vous retourner contre votre sous-traitant, après à voir ce que votre contrat permet. Alors je sais que les CSE, c'est toujours difficile de négocier des contrats, mais on peut aussi faire des audits des contrats pour voir ce qui peut être amélioré, et les points d'intention en tout cas pour les prochains contrats. OK. On en a bientôt terminé, hein, je sais qu'on est un petit peu dépassé. Sur la violation de données, si jamais, malgré tout ça, ça survient, qu'est-ce qui se passe? Alors la violation de données, c'est ce que, je vous disais tout à l'heure, la destruction, la perte, l'altération ou la divulgation, non autorisée, tout ça, ça correspond à de la violation de données à caractère personnel. En tant que responsable de traitement, les CSE doivent mettre en place, des actions, des mesures pour prévenir ces violations et réagir de manière appropriée si jamais ça survient. Pourquoi? Parce que, pour le responsable de traitement, c'est logique, hein, c'est pour, éviter les fuites et toujours sauvegarder ce secret des affaires, secret des données et pour les personnes concernées, c'est pour pas qu'elles aient de préjudice, pas d'usurpation d'identité, pas de pertes financières, de phishing, et cetera. Qu'est-ce qu'on fait quand on est un CSE et qu'on est confronté, pardon, sur la slide d'après, à une violation de données? Ça dépend du niveau de violation de la donnée du niveau de risque, rencontré. Hem, Si vous avez, des données qui ont été, divulguées, mais qu'il y a peu de données collectées ou alors que c'est des données, extrêmement génériques, vous complétez toujours, hein, cette obligation de documentation, vous complétez votre registre de violation. D'ailleurs, vous le faites dans tous les cas, ça c'est le à minima ce que vous devez faire. Si jamais il y a un risque, s'il y a aucun risque pour les personnes, pour les droits et libertés des personnes, vous les informez pas. Il y a pas d'obligation et vous avez pas l'obligation non plus de notifier la CNIL. Alors attention, j'ai pas dit qu'il fallait pas le faire. Je dis que c'est Mmh. pas une obligation. Vous pouvez quand même le faire.
Vous devez notifier la CNIL dans les 72 heures à partir du moment où vous en avez connaissance. Donc c'est un délai extrêmement rapide. Pourquoi ce délai est rapide? Parce que si jamais vous ne savez pas comment mettre fin, elle peut vous aider aussi, vous aiguiller sur le fait de faire cesser, parce que c'est sa priorité au niveau de la CNIL, sa priorité, c'est de faire cesser la violation. Après, c'est quelque chose qui est très, c'est pas tangible, c'est à l'appréciation de le moment où on détermine qu'on l'a connaissance de. Il est possible de le dire des mois plus tard, on peut pas revenir dessus, j'imagine. Non, 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 vous pouvez pas, revenir dessus à partir du moment où vous en avez eu connaissance, si c'est des mois après le début de la Ouais, fuite. Le délai de 72 heures, c'est à partir du moment où vous en avez connaissance. ok. De la même manière, si, vous avez un risque élevé, cette fois-ci, vous avez l'obligation d'informer les personnes concernées. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles courent un risque élevé concernant, l'usurpation d'identité, le fait d'avoir des prélèvements, anormaux sur leur compte, ou d'autres risques par rapport à leurs droits, et à ce moment-là, il faut informer les personnes. Oui, parce que les conséquences peuvent être assez graves et ça peut aller très loin, et ça peut vraiment mettre en péril, nos données et par rapport à l'usurpation, ça peut aller loin, ouais, Ça effectivement. peut aller très, très loin, donc c'est important, enfin, c'est pas que ça peut arriver. Après, si vous faites bien les choses et que, vous avez respecté, vous avez essayé de mettre en place, le RGPD dans votre entreprise, que vous avez mis en place des procédures, que vous êtes documenté, vous êtes pas à l'abri d'avoir une fuite de données. Mmh. Mais il faut informer les gens pour qu'ils puissent se méfier à leur tour, parce que leurs données sont, ailleurs. Qu'est-ce qu'il est possible de faire avec vous, un CSE? Qu'est-ce qu'il peut vous demander? Il peut vous demander un audit, du coup? Il peut me demander un audit, à la fois sur le volet RGPD, l'état où sa structure en est, son organisme en est, ou sur ses contrats, avec les sous-traitants. Je peux aussi, l'aider, l'accompagner, sur la mise en conformité, tout ou partie, et je forme, bien entendu, énormément sur ces sujets, et sur comment mettre en conformité, sur le rôle de DPO, et également sur la réaction à avoir en cas de contrôle de la CNIL. Merci beaucoup pour celles et ceux qui étaient présents, une quarantaine de participants, au tout début pour l'intervention de Frédéric. Merci de vous avoir rendu disponible, vous spectateurs, vous experts. Profitez-en, les coordonnées sont à l'écran, hein, si vous voulez un besoin de formation, besoin d'accompagnement sur des besoins de consultation ou surtout besoin d'action de CSE avec Frédéric ou avec Elisabeth par rapport à une mise en conformité, un projet de mise en conformité RGPD ou un audit des contrats ou un audit du CSE. N'hésitez pas à les contacter. Je me permets aussi de vous rappeler que la journée du CSE, c'est un site à part entière qui vit toute l'année. www.lajournéeduCSE.com. Vous y retrouverez des actualités, des brèves sur tous les sujets qui font vivre et qui font le quotidien de l'instance. Et vous retrouverez également tous les replays des 14 éditions précédentes. Mais en tout cas, je le répète toujours, si vous avez une expertise à partager, si vous voulez intervenir avec nous, que ce soit par un écrit ou alors en prenant les micros comme Elisabeth et comme Frédéric aujourd'hui, on est toujours ouvert, toujours à la recherche de nouveaux experts. Mon but, c'est voilà, toujours de faire grandir le quotidien des instances. Hein, avec cette 15e édition, nous, on a constitué environ 1600 élus qui sont venus de près ou de loin sur les éditions en live webinar. Hein, je ne parle pas du site internet, mais qui sont venus du coup assister à un live. Donc, c'est quelque chose qui est valorisant pour nous. J'imagine que c'est valorisant pour vous. Donc, en tout cas, merci d'avoir été présent. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous laisse le mot de la fin, Elisabeth et Frédéric, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt. Eh ben, merci à